Janvier 2026. Au Burkina Faso, l'heure n'est plus aux vœux de santé protocolaires. Lors de la traditionnelle montée des couleurs de ce lundi matin, le capitaine Ibrahim Traoré a troqué son habit de chef d'État pour celui de commandant de bord d'un avion lancé à pleine vitesse. Nous allons mettre les pleins gaz pour atteindre ce que les pilotes appellent la V1. Cette phrase n'est pas une simple image. Dans le langage aéronautique, la V1 est la vitesse de non-retour. Après ce point, l'avion doit décoller quoi qu'il arrive. Pourquoi le président du Faso utilise-t-il ce terme aujourd'hui ? Que signifie ce passage à la vitesse supérieure pour la sécurité et l'économie du pays ? Derrière les félicitations d'usage se cache un avertissement sévère pour son propre camp. Aujourd'hui, nous décryptons le message codé d'Ibrahim Traoré pour l'année 2026. Pour comprendre le discours du capitaine, il faut comprendre l'urgence du calendrier. 2026 est présenté comme l'année de la bascule. En utilisant le terme V1, Traoré signifie que le Burkina Faso a terminé sa phase de préparation. Les moteurs sont chauds, les troupes sont formées, les alliances au sein de l'AES sont consolidées. Désormais, l'ordre est clair, plein gaz. Cela veut dire que la pression ne va pas redescendre, elle va s'accentuer. Le président prévient les Burkinabés. L'endurance des 3 dernières années n'était qu'un échauffement. Ce qui arrive en 2026 demande une abnégation totale. Il ne s'agit plus de résister, mais de s'envoler vers une souveraineté irréversible. C'est un message de mobilisation générale qui ne laisse aucune place au doute ou à l'hésitation. Mais le message le plus cinglant est adressé aux cadres et aux membres du gouvernement. « Attachez les ceintures », leur a-t-il lancé. Derrière cette pointe d'humour, c'est un avertissement sur la charge de travail et la rigueur attendue. Le capitaine Traoré sait que la lenteur administrative est l'ennemi de la révolution. En 2026, il exige des résultats qui parlent d'eux-mêmes, comme ceux obtenus en 2025. Pour les ministres, cela signifie une gestion de combat. Il n'y aura plus de place pour la bureaucratie lente. Ceux qui ne pourront pas supporter la pression de cette accélération V1 risquent de rester sur le tarmac. C'est une mise en demeure de l'appareil d'État pour qu'il s'aligne sur le rythme des forces de défense au front. Un point crucial du message de ce matin a souvent été occulté par les titres de presse, l'appel direct aux ingénieurs et aux techniciens. Ibrahim Traoré a été très clair. Si vous êtes ingénieur et que vous pouvez apporter quelque chose, allez-y. Pourquoi cet appel ? Parce que la sécurité ne suffit plus. Le président veut bétonner la révolution par des infrastructures. Il parle de chantiers historiques et uniques en Afrique. En invitant les experts à apporter leur pierre, il cherche à créer une élite technique capable de construire le pays sans dépendre de l'expertise étrangère. C'est la seconde phase de sa vision. Après avoir sécurisé les frontières, il faut cimenter le développement. Pour Traoré, être patriote en 2026, c'est aussi être celui qui dessine et construit les ponts et les usines du Burkina de demain. Le capitaine a souligné que ce qui se fait au Burkina est unique en Afrique. C'est une affirmation de leadership idéologique. En réussissant son pari de 2026, Ibrahim Traoré veut prouver qu'un modèle de développement endogène, sous pression militaire et diplomatique, est possible. Il rend hommage à ceux qui sont sur les frontières, car c'est là que se joue la crédibilité de tout le projet. Si le Burkina atteint sa V1 en fin d'année, cela signifiera que la transition est devenue une trajectoire de vol stable, inattaquable par les déstabilisations extérieures. C'est un défi lancé non seulement aux groupes terroristes, mais aussi à tous ceux qui prédisaient l'effondrement du pays. Le message du capitaine Ibrahim Traoré pour cette fin janvier 2026 est limpide. Le Burkina Faso est en phase de décollage imminent. Entre pression gouvernementale accrue, appel à l'expertise nationale et accélération militaire, l'année s'annonce décisive. Mais la question se pose, et le peuple est-il prêt à supporter cette pression constante dont parle le président ? Le pari de la souveraineté par l'effort extrême peut-il devenir un modèle durable pour toute l'Afrique de l'Ouest ? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Cette métaphore du décollage vous rassure-t-elle ou vous inquiète-t-elle ? Votre avis compte pour le débat. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager à ceux qui suivent de près l'actualité du Sahel et abonnez-vous pour nos prochains décryptages exclusifs. À très bientôt. Passons au décryptage de nos experts. Bonjour. Aujourd'hui, on va se pencher sur un discours assez marquant. Oui, celui prononcé fin janvier 2026. On a la retranscription ici. Exactement. C'est le message du président de la transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Et notre but, c'est pas juste de le résumer. Non, pas du tout. L'idée, c'est vraiment de décortiquer la vision qu'il y a derrière.
c'est un vrai projet de transformation nationale qui se dessine. Un projet et aussi une philosophie. Tout à fait. Et il faut bien voir le contexte. Ce discours, il arrive après 3 ans de transition. C'est une période qui a été pleine de défis, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc ce n'est pas juste un discours de plus. Ah non, c'est un moment charnière. C'est à la fois un bilan et puis une feuille de route pour l'année qui commence. Il cherche vraiment à mobiliser tout le monde, l'administration, la population, Autour d'une vision qu'on peut qualifier d'ambitieuse. voire de radicale. D'ailleurs, il commence très fort avec une métaphore qui donne tout de suite le ton. Ah oui, celle de l'avion. L'avion en bout de piste, prêt à mettre, je cite, les pleins gaz pour atteindre la vitesse V1. Le fameux point de non-retour. C'est une image qui parle, c'est certain. C'est plus qu'une image, c'est un avertissement, un engagement. En aéronautique, la vitesse V1, c'est le moment où le pilote ne peut plus freiner. Le décollage est lancé, quoi qu'il arrive. Voilà. Le décollage est irréversible. Donc le message est d'une clarté redoutable. L'accélération de 2026, c'est un processus sans retour en arrière possible. Il félicite pour les efforts passés, mais en gros il dit « Chi, attachez vos ceintures ». C'est exactement ça. Il dit merci pour l'endurance, mais attention, la pression va encore monter. C'est un appel à l'abnégation, à l'ardeur au travail. Et du coup, on peut se demander si ce n'est pas aussi une façon de dire que le débat est clos, non ? C'est une lecture très juste. Le cap est fixé et toute critique serait une tentative de faire échouer le décollage. Absolument. En posant ce cadre du point de non-retour, il installe une dynamique où l'unité, la discipline, ce ne sont plus des options, ce sont des impératifs. Une question de survie pour le projet national ? Voilà. Toute hésitation est présentée comme un danger. Et on va voir que cette idée, elle infuse tout le reste de son discours. Alors allons-y. Le premier grand pilier de ce décollage, c'est l'agriculture. Et là, Il se reprend. oui, il sort des sentiers battus. Il parle d'une production record en 2025, ça c'est une chose, mais surtout, il évoque des cultures jugées impossibles. Impossible par ceux qu'il appelle les petits esprits. Et les exemples sont choisis pour marquer du cacao, du café, du blé, de l'ananas et même de la vigne. De la vigne au Burkina Faso. Oui. Et ce qui est important, c'est que l'objectif n'est pas d'exporter. Il le martèle. Le vrai enjeu, c'est de créer une chaîne de valeur 100% locale. Le slogan implicite, c'est produire, transformer et consommer burkinabé. Tout à fait. Il cite même des maîtres chocolatiers, des torréfacteurs locaux, pour bien montrer que ce n'est pas juste un rêve, que ça existe déjà. Poser la question de la viabilité, non ? Bien sûr. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de tomber dans une forme de volontarisme idéologique, où le symbole l'emporte sur la rationalité agricole ou économique ? C'est la question centrale. Et le discours y répond, mais de manière indirecte. Pour lui, chaque culture impossible qui réussit, c'est moins une performance agricole, Qu'une victoire politique. une victoire politique et psychologique. Exactement, contre le scepticisme. L'idée, c'est de briser une sorte de plafond de verre mental, de prouver que le pays peut s'affranchir des schémas qu'on lui a imposés. Donc la rentabilité immédiate, finalement, c'est secondaire. On peut le penser, oui, l'objectif premier, c'est de poser les bases d'une souveraineté et surtout d'inspirer un sentiment de fierté, de dire c'est possible, c'est un pari. Un pari. Et pour le tenir, il faut plus que l'agriculture. Et c'est là qu'on arrive à sa deuxième grande idée, peut-être la plus ambitieuse. Le saut temporel. Oui. Il veut faire passer le pays des années 1800 aux années 1950 en moins de 5 ans. C'est vertigineux. Comment on fait ça ? Sa stratégie repose sur un basculement complet du système éducatif. C'est assez fascinant. C'est-à-dire ? Il annonce la fin du modèle hérité de la colonisation, qui est très centré sur l'enseignement général. Pour lui, il faut une massification de l'enseignement professionnel et technique. Et il donne des exemples concrets. Oui, il ne reste pas dans le flou. Il parle de construire de nombreux amphis, des lycées modernes et surtout une toute nouvelle université technologique. Il dit même que les travaux ont déjà commencé. Le but, c'est de former la main-d'œuvre qualifiée pour son projet d'industrialisation. C'est ça. Et pour symboliser cette ambition, il donne un exemple très technique. Celui du microscope. Oui, et ce n'est pas anodin. Il annonce l'installation d'un microscope électronique à balayage. Il le présente comme le plus récent, le plus moderne d'Afrique. Ce qui, techniquement, permet de faire quoi ? Ça permet des analyses à l'échelle nanométrique. C'est crucial pour la science des matériaux, la géologie, la biotech.
En fait, c'est le genre d'outil qui peut vraiment être un catalyseur pour l'innovation locale. Donc le message, c'est on forme nos gens et on leur donne les meilleurs outils pour qu'ils n'aient plus à partir à l'étranger pour faire de la recherche de pointe. Voilà. On veut retenir les cerveaux et créer un écosystème sur place. D'accord. Donc on a la souveraineté par la terre, puis par le capital humain. Et cette volonté de tout faire soi-même, elle trouve son expression la plus monumentale dans un projet d'infrastructure. L'autoroute. L'autoroute. Il en fait une véritable étude de cas. Oui, c'est vraiment l'incarnation de sa philosophie. Il oppose deux modèles de façon très très nette. D'un côté, le projet d'avant, Le projet d'avant, c'est une autoroute 2x2 voies, estimée à 1032 milliards de francs CFA, ce qui est une part énorme du budget national. Et ce projet devait être fait par des entreprises étrangères. et financé par des prêts sur des dizaines d'années. 50 à 60 ans selon tes termes. Il dit que ça condamne les générations futures. Et il oppose à ça son propre projet. Exactement. Le projet de maintenant. Une autoroute beaucoup plus grande, une 4x2 voies. Mais la différence majeure, c'est la façon de la construire. Voilà. Elle est réalisée entièrement en régie nationale, c'est-à-dire par des ingénieurs burkinabés avec des équipements achetés par l'État. Et il insiste beaucoup sur la taille et la vitesse du chantier. Énormément. Il parle de plus de 100 bulldozers sur le terrain, 70% du tracé nettoyé en 40 jours. Il le qualifie de chantier unique en Afrique. Au-delà des chiffres, pourquoi cette insistance ? On a l'impression que la communication autour du chantier est presque aussi importante que le chantier lui-même. Mais c'est tout à fait ça. Ce projet, c'est une arme de communication massive. C'est la preuve par le béton, si on veut. Le message, c'est « regardez ce qu'on peut faire nous-mêmes ». Regardez, non seulement on peut le faire nous-mêmes, mais on peut faire plus grand, plus vite et sans s'endetter. Chaque kilomètre de bitume devient un argument politique. C'est une réfutation des doutes sur la capacité du pays. C'est le symbole ultime de la rupture. La rupture avec le modèle de développement basé sur l'aide et les prêts extérieurs qu'il n'arrête pas de dénoncer. Alors pour mener un projet aussi totalisant, il faut une adhésion massive. Et là, on arrive à la partie la plus dure de son discours. Oui, la plus clivante. Sa manière de parler de ceux qui ne partagent pas sa vision. Comment les qualifie-t-il ? Il définit deux catégories d'adversaires. D'abord, l'ennemi extérieur, les impérialistes, qui les accusent de mener une guerre de communication pour ternir l'image du pays. Et ensuite, un ennemi intérieur ? Oui, et il leur donne une expression terrible. Les esclaves de salon. Esclaves de salon. Les mots sont d'une violence assez rare. Extrêmement violent. Il va même jusqu'à dire génétiquement esclaves et congénitalement aliénés. Mais qui vise-t-il avec cette formule ? L'opposition politique ? Pas seulement. C'est ça qui est frappant. Il vise une certaine élite. Urbaine, intellectuelle, médiatique. Tel qu'il accuse d'être déconnecté des réalités du pays et d'adopter sans recul les critiques venues de l'Occident. Il utilise une image pour ça. Montrez-leur le soleil en plein jour et ils vous diront qu'il fait nuit. C'est une disqualification totale de leurs paroles. Et là, on revient à la métaphore de l'avion. On boucle la boucle. Celui qui dit « attention, il y a un nuage », ce n'est plus un copilote prudent. C'est un esclave de salon qui veut le crash. C'est exactement l'idée. Et la réponse qu'il préconise face à eux est très claire. C'est l'ignorance et l'action. Il y a une phrase qui résume tout. Pendant qu'ils sont en train de faire les railleries, leurs moqueries, nous, on crée des usines. Cette rhétorique, elle a une double fonction. D'abord, elle soude un nous, les patriotes, et ensuite... Elle vaccine le projet contre tout échec futur. Voilà, toute critique est pré-labellisée comme illégitime. Soit elle vient de l'étranger, soit elle vient de traîtres. C'est une stratégie de communication très efficace pour maintenir la mobilisation. Il prend l'exemple des forces de sécurité pour illustrer ça. Oui, il dit qu'elles avancent sereinement sur le terrain malgré les critiques et les menaces. Alors, si on essaye de prendre un peu de hauteur, si on relie tous ces points, quelle est la grande histoire que ce discours nous raconte ? C'est l'histoire d'une tentative de rupture. Une rupture radicale avec un ordre ancien, un ordre basé sur la dépendance. Chaque élément est une facette de ce projet. Oui. De la culture du blé à l'achat du microscope en passant par l'autoroute, tout ça c'est une étape vers un même but. Atteindre une souveraineté totale. C'est un projet de fierté nationale. Un pari audacieux sur le génie et les capacités propres du pays. Le message final, c'est un appel à rejoindre cet effort qu'il qualifie d'historique, en faisant preuve de courage. Ce qui est frappant, c'est que la vision est presque autarcique, tournée vers l'intérieur. Il est très peu question du reste du monde. Sauf comme une menace ou un modèle à rejeter, oui.
Et ça nous amène à une question de fond que le discours laisse un peu en suspens. Absolument. Il détaille avec beaucoup de force la volonté politique. Il montre les bulldozers, il parle des usines. Mais la volonté seule, ça ne suffit pas. Surtout dans un monde interdépendant. C'est qui pourrait ouvrir une dernière piste de réflexion. Précisément. Le discours, il esquisse un projet de développement qui se veut autonome. Et ça soulève une question cruciale qui n'est pas abordée dans le texte. Laquelle? En se basant sur cette vision, quels pourraient être les plus grands défis, non mentionnés par le président, à la réalisation d'une transformation aussi radicale, aussi rapide et menée entièrement sur fonds propres? Quels sont les piliers indispensables mais qui sont invisibles dans ce discours pour qu'un tel projet puisse vraiment aboutir au XXIe siècle, qu'il soit diplomatique, financier ou même sociaux?